Edouard nous a dit au début qu'on était là pour la croissance et la stabilité. Ce que je vais essayer d'expliquer dans ma présentation, c'est qu'on a un modèle français qui permet la stabilité et qu'il faut qu'on fasse des efforts encore pour stimuler la croissance. Et à notre sens, à l'AMF, la croissance, elle doit venir d'une augmentation de la base des investisseurs, c'est-à-dire que pour relancer la titrisation au moins au niveau qu'on avait avant 2007, voire même au-delà, pour mieux financer l'économie, il faut qu'on aille chercher de nouveaux investisseurs bien au-delà des banques qui sont déjà présentes dans un cadre contraint qui vient d'être décrit. Je vais juste faire deux remarques préliminaires à ma présentation. Ici, à nouveau, on vient dans un cadre... je parle donc au nom de l'autorité des marchés financiers, donc on va parler de la titrisation sous l'angle des organismes de titrisation. Donc ça comprend la titrisation tranchée, mais aussi les organismes de titrisation qui ne sont pas forcément tranchés, donc c'est un peu plus large que ce qui a été décrit avant avec une titrisation au sens européen. Et ensuite, je vais juste rappeler que l'autorité des marchés financiers, donc, elle intervient notamment lorsque une titrisation doit être admise à négociation sur un marché réglementé, puisque à ce moment-là, le prospectus de l'organisme de titrisation est visé par l'AMF. En deux mots, je voulais juste vous présenter quelques données pour savoir ce que sont les organismes de titrisation en France. Donc on n'a pas les chiffres actualisés à la fin de l'année 2015, mais fin 2014, il y avait 247 organismes de titrisation OT et ils représentaient 178 milliards d'euros d'actifs sous-jacents. Et c'est assez dynamique tout de même si on dit que la titrisation s'essouffle, puisqu'il y a quand même 50 nouveaux OT créés depuis 2012. Sur les données, je veux juste préciser et rappeler que on place souvent la titrisation comme du shadow banking, mais c'est quand même un domaine sur lequel on a des très bonnes données, notamment parce qu'il y a une obligation de reporting à la Banque centrale européenne, donc c'est quand même un domaine qui est connu des régulateurs. Et ensuite, j'ai juste une autre remarque, c'est que on constate que même si j'ai dit que c'était relativement dynamique et qu'il y avait pas mal d'OT créés ces dernières années, c'est quand même très concentré puisque en réalité, donc, sur les 178 milliards d'euros d'actifs sous-jacents, il y en a 2 tiers qui sont sur 10 gros véhicules. Donc c'est quand même très drivé par quelques grosses opérations. Donc ensuite, je vais parler du modèle français et voir pourquoi il est spécifique et limite les risques financiers. Donc l'organisme de titrisation en France, il y a une logique proche de la logique de la gestion d'actifs, avec une société de gestion et un dépositaire. Et donc, ce modèle qui a été développé en France, nous on a l'impression qu'il limite vraiment au maximum les risques financiers pour l'investisseur. Donc la société de gestion, elle cofonde avec le dépositaire l'organisme de titrisation et elle a beaucoup d'obligations, et notamment l'obligation la plus importante à nos yeux, c'est d'agir dans l'intérêt des investisseurs. Donc je pense que par rapport aux modèles qui peuvent exister dans d'autres pays européens ou même aux États-Unis, c'est vraiment le gros point important. Parce que la société de gestion, elle doit bien, comme un trustee britannique, vérifier que toutes les clauses contractuelles s'appliquent bien. Donc mais ça, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, mais la société de gestion française, elle a des obligations qui vont au-delà des simples obligations contractuelles et vraiment de gérer si d'autres événements qui ne sont pas spécifiquement prévus contractuellement surviennent, de gérer dans l'intérêt de l'investisseur. Ensuite, la société de gestion, elle permet, elle évalue les actifs à la fois au début, donc en faisant éventuellement une décote sur les actifs qui sont rachetés, mais aussi tout au long de la vie de la titrisation. Et ça aussi, on pense que c'est très important. Et quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, notre analyse, c'est qu'un des gros problèmes avant la crise, c'est que justement, il n'y avait pas de suivi correct au fur et à mesure de la vie. C'est-à-dire, il y avait un suivi, a priori, une évaluation au début, mais pas du tout au cours de la vie des titrisations. Et ensuite, il y a un contrôle qui est
fait de deux niveaux, par un responsable conformité dans la société de gestion, avec une politique de gestion des conflits d'intérêts. Donc ça aussi, c'est évidemment une des sources de la crise, c'était les gros conflits d'intérêts qu'il y avait. Et nous, on pense que la société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers, avec une politique de gestion des conflits d'intérêts, permet de limiter les conflits d'intérêts qui peuvent exister entre les différents acteurs de la titrisation, qui, en tout cas aujourd'hui, ces différents acteurs sont souvent liés, parce que souvent on a un lien au moins capitalistique entre l'ordinateur des crédits et le sponsor, voire même l'investisseur, lorsque c'est une titrisation autosoutenue. Donc à notre sens, c'est vraiment important d'avoir un acteur qui peut vraiment limiter les conflits d'intérêts. Et ensuite, je l'ai un peu dit, mais donc, la titrisation est encadrée, est suivie en tout cas du point de vue statistique et reporting, puisqu'il y a un très bon reporting qui est fait à la Banque centrale européenne. Ensuite, l'autre aspect, disons, sécurisant pour les investisseurs, c'est le contrôle qui est fait par le dépositaire. Donc en France, les organismes de titrisation sont cofondés par un dépositaire qui doit donc, conserver la trésorerie et les créances, mais aussi s'assurer de la régularité des décisions de la société de gestion. Donc c'est encore un contrôle supplémentaire par rapport à la gestion qui peut être faite par la société de gestion. Ensuite, le dépositaire il doit également vérifier l'éligibilité des créances. Ça c'est un point important parce que c'est une des exigences fortes du nouveau règlement européen, donc qui demande qu'on puisse vérifier avec une marge d'erreur de maximum 5% d'erreur. Donc il faut être sûr à 95% que l'ensemble des actifs sont éligibles. Donc nous, ça c'est quelque chose qui existe déjà en France avec un contrôle par le dépositaire. Alors, je vais dire deux mots du règlement européen. J'avais une première slide qui rappelait un peu les principaux points, mais comme ils ont été très bien décrits avant, je ne vais pas vraiment rentrer dans le détail. Mais par contre, je vais dire deux mots sur ce que nous, à l'AMF, on pense du règlement, ou du moins ce qu'on pense pourrait être une nouvelle réglementation à l'avenir. On avait répondu à la Commission européenne et à sa consultation en début 2015 en disant que le label STS c'est une très bonne chose, donc ça va dans le bon sens. Donc de la même manière on est content du règlement, mais nous on avait un peu plus d'ambition, on voulait aller encore plus loin disons, sur la réforme de la titrisation en Europe, parce qu'on trouve que le système français marche bien. Et on aurait aimé exporter certaines des caractéristiques que j'ai décrites. Donc pour nous, la titrisation simple, transparente, standardisée, elle doit permettre aux investisseurs de réduire leur dépendance aux agences de notation, mais aussi de la dépendance à la réputation du sponsor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que les investisseurs se basent beaucoup sur le fait que l'originateur et le sponsor sont des acteurs en qui il peut avoir confiance, alors que l'investisseur, avant tout, ce qu'il doit faire, c'est analyser l'actif sous-jacent. D'ailleurs, c'est notre deuxième point, c'est-à-dire que une titrisation simple, transparente et standardisée, c'est vraiment une titrisation qui permet d'avoir une transparence totale de l'investisseur vers le risque de crédit sur les actifs. Donc pour nous, ça c'est effectivement ce qui est prévu par le label STS du règlement. Le label ne doit pas du tout porter sur le risque de crédit, il doit juste porter sur la structure, en fait, sur donc, tous les critères qui sont les critères STS du complément. Ce sont des critères qui portent sur la manière dont c'est originé et puis la structure et la transparence, mais pas sur quel type d'actifs vous mettez en dessous. Donc vous pouvez mettre des actifs
risqué du moment que c'est très clair pour l'investisseur et que l'investisseur a bien toutes les informations pour analyser la qualité du crédit. Et enfin, le troisième aspect crucial d'un label simple, transparent, centralisé, c'est qu'il faut qu'il soit homogène, parfaitement homogène à travers toute l'Europe. Donc on espère que le label qui va se développer à partir du règlement va bien remplir ces objectifs, enfin les objectifs que nous à l'AMF on voyait pour un tel label. Et je pense que nous, à l'AMF, on aurait aimé avoir un label certifié avant l'émission des titres par une autorité publique. Et pour que le label soit bien, disons, homogène à travers toute l'Europe, que soit il soit agréé par une autorité européenne ou que, on a parlé des certificateurs tiers, donc un certificateur tiers qui agréerait, soit lui agréé pareil, enfin, de la même manière à travers toute l'Europe et pas avoir un certificateur différent dans chaque pays ou qui est agréé par chaque autorité nationale. Bon, je pense que vu que les négociations maintenant en sont déjà au Parlement, on est des objectifs de l'AMF qui n'ont pas été repris par le règlement, mais c'est intéressant quand même d'avoir à l'esprit qu'à long terme, nous on considère que le modèle français, on va continuer à le pousser et qu'il permet vraiment de rassurer les investisseurs et d'avoir une stabilité. Et donc, c'est mon deuxième point pour essayer d'augmenter la base des investisseurs et de relancer la titrisation. On pense qu'il faut une gouvernance saine et que cette gouvernance saine, elle peut se faire que par un acteur agréé qui a vraiment du pouvoir et pas par un simple trustee comme il y a dans d'autres pays européens qui n'est pas agréé, n'est pas contrôlé par une autorité et qui n'a pas d'autre pouvoir que les stricts pouvoirs contractuels de la documentation contractuelle. Et enfin, j'avais dit que mon propos portait à la fois sur la titrisation tranchée, mais sur les organismes de titrisation plus largement. Et donc, dans ma dernière slide, je veux insister sur l'intérêt de l'organisme de titrisation au-delà de la titrisation tranchée, mais en tant que véhicule non tranché. On a vu ces dernières années le développement des fonds de prêt à l'économie, donc pour financer l'économie, et qui ont notamment été utilisés par les assureurs, qui ont, je pense qu'on peut dire, un succès. Donc je ne suis pas sûr qu'ils vont continuer à marcher aussi bien avec l'entrée en application de Solvency 2, mais maintenant on a le règlement européen sur les fonds européens de long terme qui vient d'entrer en application le 9 décembre, donc la semaine dernière,